quand vous respirez, ben vous respirez comme on respire ici, pareil. On ne va pas avoir de l'air en surpression dans la bouche, on va avoir de l'air normal, comme là. Le problème de la bouteille, c'est que ça pèse le poids d'un âne mort. Hein. Je veux dire, un bibouteille, c'est 25 kg sans problème. Donc, suivant le gabarit que vous faites, c'est pas évident. Donc, pareil, on est limité à la contenance de la bouteille en termes de durée. On est limité aussi en termes de poids, hein, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se lever du siège, donc on ne peut pas aller sur des bouteilles plus grosses. Mais c'est pas tout. C'est que quand vous allez descendre, la pression de l'eau va augmenter. Globalement, ça augmente d'1 bar tous les 10 mètres. Donc ici, là où on est actuellement, on est à peu près à 1 bar de pression, plus ou moins. Quand on va descendre, tous les 10 mètres, on prend 1 bar de plus sur la tête. Donc à la surface, on est à 1 bar, à 10 mètres, on est à 2 bars, et etc., etc. Et donc, le détendeur, lui, va s'adapter. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans la bouteille, c'est 200 kg par centimètre carré. Le détendeur va vous donner de l'air à 2 bars quand vous serez à 10 mètres. Le détendeur va vous donner de l'air à 3 bars quand vous serez à 20 mètres. Et comme à l'extérieur, vous avez 3 bars et que vous ingurgitez de l'air à 3 bars, vous êtes en équipression, donc il n'y a pas de problème. Ça se passe comme ici, là, comme je respire actuellement. D'accord ? Le problème, par contre, qui va se poser, c'est que l'air que vous respirez ici, dedans, il y a de l'oxygène. Mais pas que. Il y a aussi de l'azote. Et là, il y a un gros problème, c'est que l'azote contenu dans l'air, avec la pression, eh bien, il agit sur le système nerveux central. Et donc, plus vous descendez, plus cet azote va se dissoudre dans votre corps, et plus il va agir sur votre système nerveux. Et donc, suivant les gens, suivant la susceptibilité des gens, eh bien, vous allez être atteint de ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est pour ça que j'ai mis un verre. Le vrai terme, c'est narcose. Donc, il y a des gens qui, à partir de 30-35 mètres, vont commencer à se sentir un peu drôle. Et puis, il y en a d'autres, c'est à partir de 45, 50, 55. Ça dépend d'un individu à l'autre. Ça dépend de l'entraînement, ça dépend de l'habitude, de l'accoutumance. Mais quand vous commencez à plonger, les premières plongées à 40 mètres, on sent qu'on est à 40 mètres. Hein, voilà. Et donc, dans le pire des cas, on s'endort, ou on est euphorique, puis on perd toute notion de temps, de profondeur, et puis si le copain qui est avec vous n'intervient pas, vous ne remontez pas. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce problème de narcose. Donc, c'est encore une altération de vos sens. Quand vous descendez, vous entendez du bruit. C'est pas le monde du silence. L'autre, là, avec le petit bonnet rouge, il a menti. C'est pas du tout, mais alors pas du tout le monde du silence. Qu'est-ce que c'est bruyant? Alors déjà, vous avez votre propre bruit à vous. Quand vous respirez, quand vous expirez, les bulles passent le long de vos oreilles, elles éclatent là en remontant. C'est assourdissant. Entre deux expirations, vous allez entendre les bruits environnement. Écoutez. Ça, c'est du réel. Hein. On a un hydrophone sur un caisson. C'est du son réel que vous entendez. Ça n'arrête pas, c'est en permanence un bruit de fond comme ça. Alors, il est atténué parce qu'on a une cagoule et donc les oreilles sont plus ou moins bouchées. Mais si vous écartez la cagoule ou l'été, si vous retirez la cagoule, vous entendez ça. Et c'est en permanence tout le long de la plongée. Donc le monde du silence, non. Le problème qu'on a, c'est que on entend très bien les sons, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Là, quand vous êtes hors de l'eau, si un son est aigu ou médium, vous allez être capable de dire ça vient de là ou ça vient de là. Les sons graves, non. Par contre, sous l'eau, vous n'allez pas savoir. Vous allez entendre du son, mais vous ne savez pas d'où il vient. Si un bateau passe en surface, vous allez entendre qu'il y a un bateau à moteur, hein, s'entend, qui passe en surface, mais vous êtes incapable de dire le bateau il est là ou il est là ou il est là. D'accord ? Donc, à nouveau, vos sens sont altérés par le fait de s'immerger. Et puis, la dernière chose qui va vous arriver, c'est que les couleurs, elles sont plus là.
C'est-à-dire que dans les 10 premiers mètres d'eau, vous allez avoir les rouges qui vont disparaître, puis les oranges, puis les jaunes, les violets, les verts, les bleus, et arrivé aux alentours de voilà une petite soixantaine de mètres et au-delà, ça va devenir de plus en plus sombre, voire noir. Mais à partir de 45 mètres à peu près, vous voyez tout en nuances de bleu. Alors là, il y a un moyen bien simple de faire revenir les couleurs, c'est utiliser une lampe de plongée. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a deux types de lampes. Il y a les lampes pour les gens qui font de l'exploration, qui ont un hublot plat, ce qui fait un faisceau très étroit, mais très puissant. Et puis il y a les lampes pour les vidéastes, photographes, avec un hublot bombé pour que la lumière soit le plus diffusée possible. Voilà. Donc ça va vous permettre de récupérer la couleur. Sans ça, pas de couleur. Tout bleu. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure une vidéo où on a réglé nos éclairages pour essayer de faire ressortir le plus possible ce bleu. Après, pas chaude. En été, ça va, 26 degrés, 27 dans ces eaux-là, en surface. Arrivé au fond, 14 degrés à peu près. Ça va, c'est supportable, avec une combinaison de plongée, s'entend. Au mois d'octobre, toute la colonne d'eau est à peu près à 20 degrés, du bas jusqu'en haut. Et puis progressivement, ça baisse, on arrive dans l'hiver, et là, c'est du 13 degrés, du haut jusqu'en bas. Alors là, 13 degrés, vous ne plongez pas en maillot de bain. Vous avez la combinaison, vous avez la bouteille, vous avez le masque, vous avez les palmes. Vous êtes prêts? Alors, on va descendre. Et on va descendre à travers la colonne d'eau. Et donc, cette colonne d'eau, elle a été divisée de manière totalement arbitraire en 4 zones. La zone de surface, la zone pélagique, démersale et benthique. Alors bien sûr, ce n'est pas étanche. Il n'y a pas une frontière avec un mur à chaque endroit. Non. Il y a des organismes qui sont capables de traverser toute la colonne dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas étanche. Mais globalement, on sait que la plupart de tels types d'organismes ont plutôt tendance à se trouver près de la surface, d'autres en plein eau, d'autres proches du fond, démersal, et d'autres au fond, vraiment dépendants du fond. Voilà. Donc, quand vous allez descendre, vous allez partir de la surface et vous allez aller jusqu'au fond, et donc vous allez traverser tout ça. Et donc, ce que je vous propose justement, c'est de traverser tout ça. Et on va voir, pour chacune de ces étapes, les bestioles qui sont le plus fréquemment dans cette zone-là. Ce n'est pas une question de mètres. Qui est 100 mètres ou qui est 50 mètres, c'est pareil. On va dire qu'il y a la zone de surface, la zone en pleine eau pélagique, le démersal proche du fond et le benthique, ce qui est fixé au fond. Alors, commençons par la surface. La surface, c'est plutôt des bestioles translucides. Translucides, pourquoi? Parce que si elles avaient des couleurs criardes, elles se feraient bouffer par les oiseaux, entre autres. Elles se feraient manger par tous les prédateurs possibles et inimaginables, que ce soit les oiseaux au-dessus ou les poissons en dessous. Parce que il n'y a pas de lieu pour se protéger. Donc en général, dans la zone proche de la surface, on voit des choses comme ça. Ça s'appelle une ceinture de Vénus, par exemple. C'est du plancton, c'est un macroplancton. On voit tout un tas de bestioles comme là, des salpes. Ça peut vivre indépendamment, c'est-à-dire que chaque morceau peut être indépendant, mais des fois ça s'acoquine et ça fait des longs rubans comme ça. Ça, c'est dans 3 mètres d'eau. C'est au moment de la remontée au palier, on est tombé là-dessus. Voilà. C'est joli, ça lance des petits éclairs de lumière. Certains organismes sont bioluminescents. Certains sont urticants, donc pas touchés. Ça, c'est un pyrosome. On en voit de temps en temps, pas souvent. Bref, il y a toute une catégorie de bestioles qui vont passer, une Leucothea. Là aussi, ça envoie des petits signaux lumineux. Regardez, on les voit passer. Globalement, dans ces zones-là, c'est plutôt ce type de bestioles qu'on trouvera. On peut trouver des poissons aussi, mais globalement, c'est plutôt des bestioles comme ça. C'est joli quand même, comme bestiole. Oh, ça là, par exemple, celui-là, c'est un truc qui va faire 1 mètre de long à peu près, mais qui peut être plus petit aussi. La Leucothea, là, qui était juste avant, un truc qui doit... Voilà, ça à peu près. C'est pas énorme en taille. Alors là, vous voyez, lui, il est tout ébouriffé, là, c'est qu'il est en train de chasser.
Là, si vous mettez les doigts sur la partie ébouriffée, vous en rappelez. Celle-là, vous la connaissez, hein, c'est la même sur la plage. Hein, voilà. Donc là, c'est les filaments derrière qui sont un petit peu urticants. Alors, si on continue à descendre, eh ben, on arrive dans la zone pélagique. Et là, dans cette zone pélagique, on va avoir des poissons qui vont plutôt avoir le dos bleu-vert. Pourquoi? Parce que vu du ciel, ils sont moins visibles. Par contre, ils vont avoir le ventre doré. Pourquoi? Parce que vu du dessous, quand vous levez la tête, vous êtes ébloui par la surface, et un poisson qui a le ventre doré, ben, vous ne le voyez pas. C'est une manière de se protéger des prédateurs. Et ces poissons qui sont dans la zone pélagique sont taillés pour la vitesse. Ils ont souvent une forme oblongue, comme ça, et ils ont des accélérations, mais foudroyantes. Donc c'est plutôt ce type de poisson qu'on va trouver. Bon, là c'est des barracudas, hein, ou bécunes, mais on trouve aussi des cérioles, on trouve tout un tas de poissons, des thons. Vous pouvez voir des thons en pleine eau, hein, comme ça. C'est assez fréquent dans la région. Donc, des poissons adaptés à la zone dans laquelle ils vivent. On continue à descendre, et là on arrive dans la zone démersale, c'est-à-dire on est proche du fond. Et là on va trouver plutôt des bestioles qui sont colorées, qui ont des formes de poissons, hein, telles qu'on peut les imaginer, des fois pas, qui peuvent être sympathiques et câlins, hein, comme là par exemple. Elle nous aimait celle-là, elle ne voulait pas nous quitter. Et c'est pas une sèche apprivoisée, hein, on la connaissait pas. Hein, voilà. Donc on voit voilà, des formes un petit peu variées, et qui vivent donc proches du fond, mais ils ne sont pas dépendants du fond. Ils peuvent se déplacer. Et c'est des bons nageurs encore. Et ensuite, eh ben, on va arriver complètement au fond, sur la partie benthique. Alors là, c'est l'explosion. Les formes bizarroïdes, vous en avez plein. Et par exemple, ça, c'est un animal. Vous avez avant un pleurobranche tortue. Là, vous avez un parazoontus. Donc là, les formes sont complètement délirantes, folles. Et on a des fois du mal à faire le distinguo entre du végétal et de l'animal. Là, une araignée, par exemple, aussi. Il y en a moins qu'à Saint-Malo, hein, des araignées, mais de temps en temps, ça arrive, on en voit. Celle-là, elle était très câline et très curieuse d'ailleurs, parce qu'elle a même enjambé la caméra. Donc, c'est... Voilà. Donc là, une explosion de forme, mais là, ce sont des bestioles qui sont dépendantes du fond. Ils ne peuvent pas quitter le fond. Alors maintenant qu'on est au fond, on est où? Ben, on peut être dans les prairies sous-marines. Sur Terre, qu'est-ce qu'on a? On a des prairies. Qu'est-ce qu'on a dans les prairies? On a des vaches en train de brouter. Eh bien, on a exactement la même chose sous l'eau. On a des prairies, c'est des posidonies, et on a des vaches. Non, on a des saupes. Les saupes, c'est des poissons qui broutent les posidonies à longueur de journée. C'est les vaches de la Méditerranée. On peut tomber sur un fond de sable. Donc un fond qui a priori ressemble au désert du Sahara, il n'y a rien, il y a du sable à perte de vue. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait là? Demandez à un plongeur, tiens, on va te faire une plongée sur le sable. Il s'enfuit en courant, il vous dit, il n'y a rien à voir sur le sable. Eh bien, détrompez-vous. Il y a plein de choses à voir, sauf que ça se cache. Mais il n'y a pas d'endroit pour aller se planquer. Donc les corps se sont adaptés. Les modes de vie se sont adaptés de manière à être le moins visible possible, sinon on se fait bouffer sous l'eau. Donc le sable, eh bien, héberge pas mal de vie. Alors, on a vu les prairies, on a vu le désert, soi-disant. Ah, maintenant, on va aller à la capitale, dans la grande ville, à l'heure de pointe, au moment où les gens sortent du boulot. Ben, ça, c'est le coralligène. Alors là, si vous voulez une explosion de vie, ben, c'est là qu'il faut aller. La roche et le coralligène, c'est un endroit, mais qui éclate de couleurs et de vie, et jour et nuit. Et puis, le dernier endroit, ben, c'est les épaves. Les épaves qui sont au final, deviennent des récifs artificiels. Alors, suivant l'endroit où elles ont atterri, ça sera plus ou moins riche. Mais c'est toujours beaucoup plus riche que ce qui se passe autour.